chacun de 10 minutes pour leur présentation. Et puis suivra un temps d'une vingtaine de minutes dans lequel je me ferai le relais de vos questions aux intervenants. Voilà, je voudrais, pour entrer dans le vif du sujet, vous présenter les acteurs de cette table ronde. Nous serons deux pour l'animer et je remercie chaleureusement Brendana Leroux, qui est professeure en section Abibac au lycée Nelson Mandela de Nantes, pour le rôle précieux qu'elle va jouer dans la gestion technique de la conférence. Voilà. Pour ma part, rapidement, je suis donc Christophe Lapalu, professeur aussi en Abibac au lycée Faidherbe de Lille. Enfin et surtout, je voudrais vous présenter nos deux intervenants que je suis très heureux d'accueillir ce soir. La parole sera d'abord donnée à Thibaut Guérand, qui étudie la médecine à Aix-la-Chapelle. Il vient, je crois, de terminer ses 2 premiers semestres après avoir obtenu son double diplôme de la BIBAC en 2019. Voilà, donc c'est tout frais. Puis ensuite, nous écouterons Nathanaël Saison, qui est externe en médecine à l'université de Essen-Duisbourg et qui, lui, a passé son double diplôme en 2014 et donc qui a un tout petit peu plus de recul et qui entrevoit la fin des études. Voilà. Avant de leur donner la parole, je voudrais juste préciser que cette première table ronde n'est pas consacrée à un cursus franco-allemand, mais donc bien à la possibilité d'étudier la médecine en Allemagne. Voilà. Cher Thibaut, bien écoute, c'est à toi pour 10 minutes. Alors, Thibaut, est-ce que tu peux... Oui, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui, écoutez, merci beaucoup. Merci Christophe de nous avoir présenté et merci à tous d'être là. Voilà. Est-ce que, Brendana, tu pourrais montrer les diapositives, s'il te plaît? Parfait. Donc, comme l'a dit Christophe, Nathanaël et moi, nous allons vous présenter les études de médecine en Allemagne. Voilà. Diapo suivante. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît? Ah non, juste avant, je crois que c'était un peu décalé. Ah voilà, parfait. Donc, les études de médecine en Allemagne, elles se séquentent en 3 parties. La partie fort clinique. Alors, moi, je crois que mon écran est un peu en décalé. Est-ce que vous voyez la diapositive avec les tableaux ou... Non, plus maintenant. OK. Est-ce que, Brendana, tu pourrais montrer la page numéro 2, s'il te plaît? Alors, je suis désolé pour le bah problème oui, excusez-moi, technique. mais Ah voilà, parfait. là, vous voyez est-ce que vous voyez tous? Oui. Oui, c'est bon, parfait. Alors, donc, comme je vous disais, les études, parfait. Bah, écoutez, on va pouvoir bien commencer alors. Alors, les études de médecine en Allemagne, elles se séquentent en 3 parties. Donc, la partie fort clinique, ce qu'on appelle la préclinique, qui dure 2 ans. La partie clinique, qui dure 3 ans. Et la partie, une plus petite partie, une année pratique, qui dure 1 an. À la fin de chacune de ces 3 parties, il y a des examens d'état, enfin un examen d'état à la suite de chacune de ces parties. Le premier, c'est le Physikum, qui est un test oral et écrit. Et après, il y a ce qu'on appelle les Hammer Examen, donc le M2 et le M3. M2, c'est à la fin de la partie clinique, qui est un examen écrit. Et après l'année pratique, il y a un petit examen oral, qui est le M3. Voilà. Il y a 2 alternatives pour faire ces études de médecine en Allemagne.
il y a ce qu'on appelle le Regelstudiengang, donc c'est ce que je vais notamment vous présenter aujourd'hui, c'est ce que la majorité des universités en Allemagne proposent. Et il y a ce qu'on appelle le Modellstudiengang, c'est spécifique à chacune des universités. C'est des universités qui ont décidé de différer un tout petit peu du Regelstudiengang et de faire d'être plus spécifique sur certains points. Et notamment à Aix-la-Chapelle, donc là où j'étudie, ça diffère un peu, mais ça suit toujours à peu près la même base qu'on va vous présenter aujourd'hui. Diapo suivante. Donc, tout d'abord, la partie préclinique. La partie préclinique, ça consiste à l'apprentissage des bases théoriques de la médecine. Donc, avec des matières comme l'anatomie, la biochimie, la biologie ou la psychologie. Ja, bitte. Voilà. Et donc, ces matières sont enseignées à travers des cours magistraux, des travaux pratiques ou des enseignements dirigés. Ce qui est important pendant cette partie préclinique, c'est qu'il y a des stages qui sont imposés, notamment l'initiation au premier secours et 3 mois de stage en soins infirmiers. Ces stages, on peut les faire où on veut dans le monde entier. Et par exemple, moi, j'ai déjà fait 1 mois en service de pneumologie en mars, pendant le début de la crise Covid. Les examens pendant la partie préclinique consistent avec notamment des Klausuren et des testats. Donc, Klausuren, c'est des examens écrits, et les testats, c'est des examens oraux. À la suite de ces 2 ans, donc de ces 2 ans d'année de préclinique, il y a un examen, le premier examen d'État, ce qu'on appelle le Physikum, pour le Regelstudiengang, et la Basisprüfung pour Modellstudiengang. Là encore, ça diffère en fonction des universités qui ont un Modellstudiengang. Pour ma part, à Aix-la-Chapelle, c'est une Basisprüfung. Diapo suivante. Parfait. Donc, pour la partie clinique, je vous avais dit que d'abord, il y avait la partie préclinique qui durait 2 ans et après la partie clinique qui dure 3 ans. Ce n'est plus les bases théoriques, forcément, mais les bases cliniques, donc avec des matières comme la chirurgie, la médecine interne, la dermatologie, pédiatrie ou plein d'autres encore. Les enseignements se déroulent de la même façon, donc cours magistraux, travaux pratiques, enseignements dirigés. Cette fois, les stages sont différents. Il y a 4 mois de stage clinique qui sont obligatoires, ce qu'on appelle famulatur, qui consiste à chaque fois de 1 mois en médecine générale, en service stationnaire, en ambulatoire et 1 mois au choix. Le mois en médecine générale est le seul stage obligatoire à faire en Allemagne durant toutes vos études de médecine. Les examens, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des Klausuren et des testats. Et le deuxième examen d'État, c'est ce qu'on appelle le M2, c'est la première partie des Hammer Examens, c'est l'examen écrit. Voilà, diapo suivante. Pour l'année pratique, donc pour achever vos 6 premières années d'études de médecine, en fait, c'est une année qui consiste de stages. Vous n'avez presque pas de cours. À chaque fois, ça consiste de 16 semaines de stage à chaque fois, donc chirurgie, médecine interne et une spécialité au choix. En sachant que chirurgie, c'est très vaste. Donc, vous avez déjà l'opportunité de pouvoir vous orienter vers quelque chose qui vous plaît et ce qui vous permet surtout de savoir ce qui vous plaît et ce qui vous déplaît au cours de vos années d'études. À la suite de cette année pratique, il y a un 3e examen d'État, le M3, c'est la deuxième partie des Hammer Examens, c'est un examen oral qui vous donne, après, si vous le réussissez, vous êtes officiellement médecin, vous avez l'Approbation zur Ausübung ärztlicher Tätigkeit, donc vous êtes médecin. Mais ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, médecin généraliste, c'est une spécialité en soi. Voilà. La spécialité, si on veut poursuivre pour une spécialité, on a le choix de choisir quelle spécialité on souhaite, et notamment dans les pays germanophones et partenaires comme la Suisse, l'Autriche ou le Canada, et bien d'autres encore. Diapo suivante. Donc, pour postuler en Allemagne, en médecine, il n'y a qu'une seule réelle composante. En fait, c'est la note du baccalauréat ou de l'abitur, et qu'importe vos majeurs et vos mineurs. C'est-à-dire que si vous avez l'équivalent d'un profil L, par exemple deux majeurs dans les matières littéraires, ce n'est pas grave. Si jamais votre note au baccalauréat ou à l'abitur est suffisante,
eh bien, vous pouvez candidater sans aucun souci. La candidature se fait via une plateforme qui s'appelle Hochschulstart, qui est l'équivalent de Parcoursup, notamment pour la médecine en Allemagne. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Donc, pour candidater, comme je vous ai dit, ce qui était important, c'était votre baccalauréat ou votre abitur. Donc, il faut minimum 1,4 jusqu'à 1,0 avec, vous avez beaucoup plus de chances d'intégrer avec 1,0. Mais ce qui est important, donc là je parle notamment aux Abibac, si jamais vous avez 1,5 à votre abitur, mais que vous avez plus de 16 à votre baccalauréat, vous pouvez faire évaluer votre baccalauréat comme un abitur, et donc au-dessus de 16, c'est 1,0. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a des tests pour améliorer vos notes. Par exemple, si à votre abitur, vous aviez 1,7, vous pouvez passer le TMS, qui est un examen que vous travaillez et qui vous permet de passer, par exemple, 1,5, 1,6 à 1,4, et ce qui peut vous permettre d'étudier en Allemagne. Je crois que ça a changé de diapo. Est-ce que tu peux remettre juste un? Ah, voilà, parfait. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez préparer ce test en commençant un peu plus tard. Avec le Sommersemester, le semestre d'été, c'est une alternative qui vous permet de préparer ce test. Ou si jamais, en général, vous voulez avoir 6 mois de pause, vous pouvez faire ça. La plateforme, elle donne accès à 35 universités. Plus de 35, ça augmente chaque année. Et vous pouvez voir sur la petite carte juste à côté, vous pouvez aussi bien étudier à Kiel qu'à Cologne, qu'à Berlin, qu'à Tübingen. Vous avez vraiment le choix. Il n'y a qu'un seul document exigé, c'est une copie conforme, une copie officielle de l'abitur qui est fournie par vos professeurs si prévenus en avance. Donc, je parle notamment là aux Abibac, donc ceux qui obtiennent l'abitur. Ça sert, en fait, ce document, il est très important parce que notamment si vous voulez ouvrir un compte en banque, etc., eh bien, on peut vous demander une copie conforme de l'abitur. Donc, c'est toujours bien de l'avoir prévu et de le savoir, de l'avoir en tête. Diapo suivante. Parfait. Donc, pour le calendrier, il y a des dates qui sont importantes. Surtout, donc c'est global, c'est en général. Là, les dates que vous voyez à l'écran, ce n'est pas pour cette année, on ne les connaît pas encore, mais c'est toujours dans cet ordre-là, avec donc la phase de candidature qui est entre le 15 mi-avril et mi-juillet. Et les résultats d'admission, comme vous pouvez le voir, ils sont de mi-août à fin septembre. Donc, c'est très intéressant parce que la rentrée universitaire, c'est début octobre. Et c'est important de le savoir parce que, par exemple, moi, j'avais déjà commencé ma rentrée en France avant d'avoir mes résultats pour les études de médecine en Allemagne. Résultats que j'avais eus vers le 12 septembre, je crois. Les semestres d'hiver et d'été, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous voyez que vous avez 2 mois de vacances entre chaque semestre puisque semestre d'hiver, c'est octobre à février et semestre d'été, c'est avril à juillet. Ces mois de vacances, en fait, ils servent plus à faire vos stages. Comme vous l'avez compris, vous avez beaucoup de stages. Mais bon, des fois, si vous optimisez bien vos stages, vous pouvez avoir beaucoup de vacances. Donc voilà, ça c'était pour la partie théorique. Je vais laisser la parole à Nathanaël Saison qui va plus vous présenter son parcours dans les années, dans son parcours de médecine. Merci. Vous m'entendez là, je pense. Hein, c'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, voilà, comme disait Thibaut, je vais présenter un peu plus concrètement à peu près comment ça se passe avec mon exemple de parcours, en fait, donc tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, voilà. Pour la petite histoire, moi, j'ai passé la BIBAC en 2014 au lycée Fédère à Lille, dans le nord de la France. À l'époque, j'avais réussi à avoir la note d'1,0. Je ne m'étais pas rendu compte, en fait, à l'époque, que ça allait pouvoir me servir après. Du coup, je n'avais pas fait plus attention que ça à cette note de l'abitur. Et après ça, j'ai décidé de faire 2 ans de prépa, donc m'orienter vers une voie universitaire en France. Et au bout de ces 2 ans, j'ai pas réussi à vraiment à trouver ma voie et ce que je faisais ne m'intéressait pas vraiment. Donc, j'ai décidé de changer totalement. Je
pense on peut se tromper parfois. J'ai eu la chance, en mois d'août 2016, de pouvoir intégrer l'université de la Sarre, donc à côté de Saarbrücken. Donc pendant ces 2 premières années, j'ai passé ce qu'on appelle la clinique. Donc c'est des matières théoriques, comme disait très justement Thibaut, où on fait par exemple, entre autres, un gros semestre d'anatomie qui est, pour moi, qui était vraiment le semestre le plus intéressant, peut-être le plus intéressant de mon cursus, parce qu'on avait vraiment la chance pendant 6 mois de pouvoir voilà, disséquer et travailler toute l'anatomie humaine, avec la chance d'accéder en fait à des dons des personnes qui donnent leur corps en fait à l'université pour que les étudiants puissent se former. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on avait aussi le pli à la clinique qui était vraiment quasiment dès la première semaine avec des petits groupes de travail, petits groupes d'étudiants. Et la plupart du temps, on était 3-4 par enseignant. Donc, on avait vraiment un contact très, très étroit avec les enseignants, à la fois pour poser des questions, pour avoir un petit peu des idées de parcours aussi. Et au cours de cette première partie, j'ai réussi à faire mes stages à la fois en France et en Allemagne. Donc, ça a été intéressant parce que j'ai pu en fait voir un petit peu les 2 systèmes, un peu des systèmes différents. Diapo suivante. Donc, après cette phase de fort clinique, j'ai passé ce qu'on appelle le physicum, parce que moi, j'étais dans ce qu'on appelait, ce qu'appelait Thibaut le Regelstudiengang. Donc, après ça, j'ai décidé de changer d'université et partir dans la Ruhr, l'université de Duisburg-Essen. Et là, actuellement, je me retrouve au 9e semestre. Et là, c'était un environnement un petit peu différent parce que la partie clinique, elle est un peu plus libre. Donc, c'est là, en fait, une partie où il va falloir essayer de réfléchir un peu à ce qu'on a envie de faire plus tard comme spécialité, par exemple. Et du coup, c'est important de faire des stages cliniques en fonction de tes envies. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en faire pareil à la fois en France, en Allemagne et aussi en Afrique. Donc, j'ai fait un stage de pédiatrie, un stage aux urgences en chirurgie et un stage en réanimation pendant l'épidémie de Covid, donc cette année au mois d'avril. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Et alors, en fait, moi, j'ai fait une chose ce que font pas mal d'étudiants, c'est-à-dire faire une pause, une césure pour prendre un Freie Master. Donc, c'est soit pour faire, par exemple, une année d'Erasmus ou pour voyager ou pour faire une césure dans ses études, soit c'est pour réaliser une thèse de médecine. En Allemagne, la thèse, elle se fait la plupart du temps en parallèle et pendant les études. Après la fin des études, c'est compliqué de faire la thèse parce que la quantité de travail à l'hôpital, elle est, je pense, trop importante pour la plupart. Donc, la plupart des étudiants essaient de faire leur thèse avant l'approbation. Et voilà, moi, j'avais eu de la chance de faire un doctorat en partenariat avec l'Institut de médecine tropicale de Tübingen, le centre de recherche médicale de Lambaréné au Gabon, et le centre de hémologie et de maladies infectieuses, qui est une unité INSERM à la faculté de la Sorbonne. Donc, si je présente ça, c'est aussi pour vous dire à la fois voilà, qu'on peut faire des partenariats avec à la fois des universités en France et en Allemagne, en proposant justement voilà, des projets comme un projet de thèse, un projet de recherche, et que finalement, maîtriser à la fois l'allemand et le français, ce n'est pas forcément que bien à l'école, pour l'abitur, etc. Ça peut être aussi utile après voilà, pour la voie professionnelle et notamment en termes de recherche et de médecine. Parce que tous les meetings scientifiques, donc avec tous les chercheurs internationaux, étaient en anglais forcément. Le français était aussi important parce que pour tout ce qui était discussion avec la population gabonaise et donc notamment aller dans les villages, etc., c'était important de pouvoir parler français avec la population et aussi avec les chercheurs forcément à Tübingen. L'allemand était la langue, on va dire, de référence.
Il y a moyen aussi de faire financer pour faire ce genre de césure. Donc, la plupart des universités ont des écoles doctorales. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une bourse via le Centre allemand de recherche en infectiologie. Donc, c'est un grand, j'ai même plus le mot en tête en français, Netzwerk, un grand réseau de chercheurs en infectiologie. Diapo suivante. Ok. Donc voilà. Donc si je vais résumer un petit peu les études en Allemagne, c'est avant tout en fait en premier vraiment un développement des compétences linguistiques. Donc pour le coup, moi je suis 100% francophone, Thibault l'est aussi. Donc on est parti avec un niveau d'allemand en Abibac qui était quand même très bon, mais qui n'était pas totalement bilingue. Moi, j'ai pas vécu avec des parents qui étaient allemands. Et du coup, j'avais forcément appréhendé un petit peu avant de partir en Allemagne. Mais finalement, ça s'est super bien passé. Et j'ai appris pas seulement parler allemand donc à la fac, mais aussi totalement en dehors, c'est-à-dire qu'avec mes amis, chez moi. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très intéressant. L'anglais aussi est important, notamment pour ce qui est de la recherche. La charge de travail donc, à l'université, en général, c'est beaucoup plus échelonné, beaucoup plus gradué. Donc, on commence vraiment plutôt doucement pour pouvoir vraiment s'organiser. La première année, en général, est plutôt assez légère pour que les étudiants vraiment puissent rentrer dans le vif du sujet sans être complètement chamboulés, parce que forcément, c'est un changement entre le lycée et l'université. Après, la vie en Allemagne, bon, ça c'est en général, hein, c'est aussi une opportunité de pouvoir beaucoup voyager. Il y a une très grande mobilité chez les étudiants. On a ce qu'on appelle les Semestertickets qui permettent de voyager un peu partout dans les régions et notamment dans la NRV. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Donc les études, elles sont vraiment aussi totalement gratuites. Et ça, c'est aussi très intéressant. Je pense que c'est peut-être autour de 150 € l'année en frais de scolarité. Il y a la possibilité d'avoir des financements, donc comme la bourse du BAföG, les fondations aussi, qui sont aussi très intéressantes si vous êtes en Abibac, parce qu'en général, vous allez sortir avec un très bon bac. Et ça vaut le coup de se renseigner, par exemple, pour la Deutsche Stiftung, qui propose des bourses sans critères sociaux, mais c'est sur critères d'excellence. Et ce n'est pas seulement des bourses, parce que c'est aussi un réseau, c'est aussi des cours de langue qui sont proposés, c'est aussi des semestres à l'étranger qui sont financés. Donc, ça vaut vraiment le coup de s'y renseigner. On a aussi une très grande liberté de faire ces stages. Et là, c'est vraiment aussi quelque chose, pour moi, de très intéressant, c'est que on peut, par exemple, voilà, comme j'ai fait, moi j'ai fait un peu mes stages en Afrique, mais c'est possible de les faire aux États-Unis, en Asie, etc. Les spécialités, etc., c'est pareil, c'est au choix. Donc il suffit finalement d'envoyer son CV au chef de service, lui demander si on peut faire un stage chez lui. Ça passe aussi par des partenariats universitaires, donc européens et internationaux, qui sont très nombreux dans les facs. Et notamment via le programme Erasmus, où les semestres à l'étranger sont reconnus et les unités d'enseignement sont reconnues, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les facs. Et donc, il y a la possibilité de faire sa thèse de médecine, qui est non obligatoire, mais qui est recommandée, de faire des doubles diplômes comme le MD-PhD, qui est en fait un double diplôme médecine et recherche, médecine-sciences, pour vraiment s'orienter vers une habilitation plus tard et à faire de l'enseignement. Voilà. Est-ce que c'est possible de passer à la diapo suivante? Voilà, donc je voulais finir sur sur petit sujet d'actualité. On voit que finalement, les partenariats avec l'amitié franco-allemande, ce n'est pas seulement des partenariats économiques. Parfois, ça peut être aussi à travers la médecine et à travers l'humain. C'est pourquoi cette année, en fait, l'Allemagne avait décidé de prendre en charge 130 patients français qui ont été pris en charge en Allemagne. Et du coup, voilà. Il y a cette belle histoire qui s'est passée à Essen entre un patient français et un patient allemand. C'est juste pour illustrer que la langue et l'aspect linguistique à l'hôpital, il est extrêmement important. Parler l'allemand ou parler le français à un patient, donc,
ça soit sa langue maternelle, c'est extrêmement important pour le rassurer et pour aussi augmenter qu'il se sente vraiment bien, quoi. Moi, ça m'est arrivé, donc, par exemple, en France, de devoir traduire et prendre en charge un patient allemand, donc devoir lui expliquer tout ce qui s'est passé, etc. Et c'est vrai que ça leur a apporté beaucoup de soutien quand parfois il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles. Et en Allemagne, c'est pareil avec parfois des patients français que je rencontre à l'hôpital ou des patients qui sont issus d'anciennes colonies, où la langue maternelle est le français. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je passe. Ah oui. Oui. Thibaut et Nathanaël, oui. C'est nous qui vous remercions. Effectivement, on va passer aux questions. Il n'y en a pas eu tant que ça pendant la phase où vous intervenez, ce qui veut dire que tout le monde était très attentif. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à affluer, mais bon, quelques premières questions quand même. Est-ce que Thibaut, tu peux revenir, ou Nathanaël peut compléter, sur cette évaluation du bac ou de l'abitur? Il y a eu une première question à ce sujet. C'est-à-dire revenir, qu'est-ce que tu voudrais que… oui, je peux… C'est-à-dire que tu avais l'air de dire, si j'ai bien compris la question, qu'on peut faire valoir son abitur, mais si la note est de 1,5, on peut à ce moment-là plutôt faire valoir son baccalauréat si la moyenne était plus élevée. Voilà, donc en fait, comme je vous ai dit, c'est forcément plus votre note est élevée ou plus basse, enfin pour votre abitur, plus c'est intéressant. Donc, j'ai une amie, je crois, qui avait pas 1,0 à son abitur, mais avec son baccalauréat français, elle l'avait. Et elle a, en fait, on peut contacter Hochschulstart et dire, voilà, donc la plateforme de Parcoursup en Allemagne, là, et on peut leur demander, oui, est-ce que vous pouvez faire valoir mon baccalauréat? Et eux, ils vont transcrire les notes à partir d'un barème très spécifique qu'on peut retrouver sur le site de l'Éducation nationale. Et ça nous permet, il faut pouvoir prouver un niveau de langue, mais si vous prouvez que vous avez votre abitur, ou soit vous avez un niveau B2, soit que vous avez une origine allemande, ou voilà, eh bien, vous pouvez faire valoir votre baccalauréat et donc il sera converti en note allemande, ce qui est très intéressant. D'accord, merci. Une autre question. Donc, pour revenir rapidement sur le calendrier, les démarches sur la plateforme, c'est à partir de quand? Donc, je disais que pour les candidatures, c'est à partir du 15 avril. Donc, ce qui est intéressant, c'est surtout de pouvoir se renseigner, de voir à partir du 15 avril qu'est-ce qui peut être demandé, voir surtout les problèmes de langue, parce que forcément, c'est tout en allemand. Donc, aussi, c'est très administratif, donc c'est important de se renseigner. Et c'est jusqu'au 15 juillet en général. Et c'est là que, en fait, c'est dès qu'on a nos résultats, dès qu'on a nos papiers officiels, que c'est là que vraiment commence la candidature. Donc, pour les Français, c'est plus tard que pour les Allemands, puisque les Allemands, c'est plus en avril qu'ils ont leurs résultats de bac, ou mai. D'accord. Il y avait une question aussi pour savoir si psychologie faisait partie de la médecine en Allemagne ou si c'était un autre cursus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc la psychologie, c'est totalement un autre cursus. Donc, c'est aussi un cursus via examen d'État, ce qu'on appelle les Staatsexamen en Allemagne. Mais la médecine est commun seulement en fait, à la médecine dentaire. Les 2 premières années de médecine interne et de médecine sont à peu près équivalentes, hormis quelques matières. C'est à peu près les mêmes matières. Après, ça change après le physicum. D'accord. Nathanaël, peut-être encore plusieurs questions pour savoir comment ça se passe au niveau du choix des spécialités. Est-ce qu'il y a concours? Voilà, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Alors, à la fin des 6 ans, la spécialité, on peut la faire à peu près, on peut faire à peu près ce qu'on veut et à peu près partout. Bon, forcément, il y a des disciplines type, par exemple, l'ophtalmologie. Si on veut le faire dans un grand hôpital universitaire, il faut forcément avoir un très bon dossier. Mais d'ordre général, pour la plupart des spécialités, on peut la faire à peu près partout. Donc, il n'y a pas de sélection sur concours. C'est une sélection sur un dossier. Donc, c'est-à-dire que
c'est nous-mêmes, à la fin de nos études, qui présentons un dossier de candidature, donc avec un CV, une lettre de motivation, des lettres de recommandation, des notes d'examen, etc., devant un chef de service qui va nous dire écoutez, je vous prends ou je ne vous prends pas, quoi. D'accord. Plusieurs questions aussi pour savoir si, lorsqu'on a un diplôme allemand, eh bien, par exemple, est-ce qu'on peut pratiquer comme médecin en France ou dans un autre pays? Est-ce qu'il y a des passerelles comme ça entre les pays? Si tu veux, Nathalie, je veux bien répondre. En France, donc si on veut pouvoir exercer en France en venant d'Allemagne, on peut exercer, donc c'est-à-dire quand on a fini sa spécialité. Il y avait une question par rapport à la spécialité. La spécialité, c'est à l'issue des 6 ans de médecine, on s'oriente vers une spécialité et à l'issue de cette spécialité, on peut exercer dans toute l'Europe et notamment en France. Par contre, pour revenir en France, il faut passer l'examen qui est requis pour tous les étudiants français. C'est l'examen national classant, mais il y a beaucoup de réformes. Donc, d'ici les 6 ans, je pense que ça va encore changer. Donc, c'est important aussi de se renseigner si jamais c'est vraiment ce qui intéresse pendant ces années d'études, pendant les réformes qui vont arriver. C'est important là de se renseigner comment faire. D'accord. Il y a eu aussi des questions pour des élèves sans doute qui sont en OIB, donc en option internationale du bac. Est-ce que vous savez comment ça se passe pour ces élèves-là? Les élèves, par exemple. Nathanaël, tu peux répondre. Peut-être tu t'y connais mieux que moi. Parce que pour l'OIB, il y a une école en Allemagne qui est super intéressante, il faut vraiment se renseigner. J'en ai entendu parler parce que j'ai vu des gens qui faisaient partie. C'est une école qui permet d'avoir, je crois, une sorte de diplôme, le diplôme anglais. Et en fait, les études sont mi-allemandes, mi-anglaises. Malheureusement, j'ai très peu d'informations là-dessus, mais pour ces élèves de IB, c'est extrêmement intéressant, je trouve, parce que ça permet d'exercer surtout en Angleterre et en Australie, je crois, et forcément le Canada. Les États-Unis, c'est à part, mais voilà. Et sinon, ils peuvent, de toute façon, s'ils veulent faire des études strictement en Allemagne, ils peuvent toujours candidater avec leur baccalauréat comme un élève français simple et simplement prouver un niveau B2 en allemand. Voilà. Mais OIB, pour ce qui est de la candidature par Hochschulzart, ça marche aussi. Moi, j'ai des amis qui sont rentrés via OIB, donc pas via la BIBAC. En général, la seule chose, c'est que la note du bac était plus difficile à avoir en OIB qu'en BIBAC, donc la note à l'habitour. Mais sinon, c'est largement facile. Et juste, je voulais rajouter peut-être une petite chose, c'est que, imaginons que vous ayez par exemple 1,1, 1,2, vous dites peut-être que je n'avais pas rentré en médecine parce qu'il faut vraiment avoir 1,0. C'est là que ça vaut le coup de réfléchir en se disant peut-être que je peux candidater avec mon bac. Et en général, par exemple, avec une moyenne au-dessus de 16, la plupart des facs vous prennent avec le bac à lauréat et pas l'habitour. Ça, c'est aussi des petites nuances. Si vous avez 1,0 sûr, il vaut mieux candidater avec l'habitour. Par contre, si vous avez peut-être 1,4, 1,5, ça vaut peut-être le coup de candidater plutôt avec le baccalauréat. D'accord. Christophe, si tu veux bien, j'ai vu qu'il y avait il y avait plusieurs questions qui revenaient sur la médecine dentaire. Oui. Donc, brièvement, la médecine dentaire, ça dépend extrêmement des universités. Par exemple, à Aix-la-Chapelle, la première année est commune à tous les étudiants de médecine, et donc de médecine dentaire et de médecine générale, et de médecine humaine. Et après la première année, ça se sépare. Et sinon, la plateforme, c'est la même, c'est Hochschulstart. Et voilà, après, vous pouvez vous renseigner. Il y a beaucoup d'informations sur Hochschulstart, donc même sur la plateforme même, ça peut être intéressant. Et sinon, j'ai aussi vu une question, je crois que c'était de Julie, qui demandait par rapport aux études de médecine en Allemagne, une fois qu'on a déjà fait 3 ou 4 années d'études en France, vous pouvez faire reconnaître vos matières, mais pas vos années. Donc ça, c'est très important parce que, par exemple, j'ai une amie qui a fait 3 ans en Belgique et qui a pu faire chaque année, elle peut faire reconnaître certaines matières, mais pas toute l'année. Donc ça, c'est important de le savoir parce qu'on ne peut pas passer si facilement d'un système à un autre. Par contre, une fois que c'est appris, je pense que ça ira aussi beaucoup plus vite pour l'apprentissage et on peut très bien travailler à côté sans souci. J'ai beaucoup d'amis qui font ça. D'accord. Peut-être que ça vaut le coup de revenir parce que je vois une question sur il y a la question suivante. Quel est le pourcentage de personnes prises en médecine parmi toutes celles qui se présentent? Là, c'est peut-être une question
bien française. Et du coup, ça veut peut-être dire que ça vaudrait le coup de revenir là-dessus. Je pense que ce qui est intéressant, en fait, c'est surtout de savoir si, par exemple, vous avez 1,0, vous êtes sûr à 100% d'être pris dans toutes les facultés, à part Berlin et Heidelberg. Si vous avez 1,1, ça dépend des universités. En fait, c'est ça. À partir d'1,4, il y a certaines universités pour lesquelles ce sera beaucoup plus accessible. Et à partir du moment qu'on a 1,0, actuellement, ça va changer dans les années à venir, tous les élèves sont pris. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Voilà. D'accord. Oui, alors juste, je vais rajouter, donc, voilà, chaque année, on reçoit toujours voilà, des Abibas qui ont envie de venir faire la médecine en Allemagne. Et bon, la plupart des cas, pour l'instant, je ne connais pas de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été refusées, qui sont allées jusqu'au bout de la procédure, qui m'ont dit qu'ils ont été refusées. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a un classement d'universités en fonction des priorités. Il y a des universités qui sont plus sélectives que d'autres, forcément. Donc, en général, les universités dans le sud de l'Allemagne sont plus sélectives. Donc, tout ce qui est Heidelberg, Munich, Würzburg, Tübingen, c'est des villes, Freiburg, c'est très sélectif. Donc là, il faut avoir vraiment 1,0, parfois avoir fait des tests en plus. Et il y a d'autres universités qui sont plus faciles à avoir. Donc, par exemple, l'université de la Sarre, l'université de Greifswald, Magdeburg, Hannover, par exemple, sont plus faciles à avoir. D'accord. J'en profite pour dire, là, il nous reste 6-7 minutes sur l'horaire. Sachez que, évidemment, on ne pourra sans doute pas répondre à toutes les questions, mais la discussion, on va la garder. Et donc, je pense qu'on pourra aussi faire un retour un peu en différé. On discutera de ça avec Thibaut et Nathanaël, mais voilà, on va essayer au maximum de prendre en compte vos questions. Surtout, je vais rentrer là une adresse email dans le chat, qui est une adresse email à laquelle vous pouvez nous envoyer toutes vos questions concernant les études de médecine en Allemagne. Et on essaiera d'y répondre à toutes. Donc voilà, je vais l'envoyer là bientôt. Extra. Une question importante aussi. Est-ce que le fait de ne pas avoir pris mathématiques comme spécialité en terminale, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur l'admission en université ou est-ce que ça peut rendre les études de médecine plus compliquées? Alors, ça, c'est une bonne question parce que la plupart enfin voilà, en fait, quand on rentre en fac en Allemagne, on recommence depuis le début en fait de la plupart des matières. Donc, bon, finalement, c'est sûr que ça peut aider d'avoir fait un peu de sciences avant, parce qu'on en a après, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des collègues qui n'avaient pas fait donc, une spécialité scientifique, parce que nous, on fait partie de ces spécialités S, L et ES, donc qui venaient de classe économique et sociale, qui n'avaient quasiment pas fait de sciences, se sont retrouvés en médecine. Et ils se sont très bien sortis et ils ont vu les examens dans les temps, etc. C'est juste une question je pense, de motivation et d'organisation et de méthode de travail. Surtout que, comme je disais, la première année en général est plutôt assez progressive. C'est-à-dire que le premier semestre, c'est souvent l'accueil des nouveaux étudiants, les premières petites matières, et après, ça commence à se corser un peu plus. Voilà, pour ajouter juste un peu plus par rapport à l'expérience personnelle, en Allemagne aussi, si vous renseignez beaucoup sur Fluchstadt, vous verrez qu'il y a ce qu'on appelle la Wartezeitquote, c'est des personnes qui sont prises en différé avec leur nombre d'années d'attente pour être prises en médecine. Et donc, vous vous retrouverez avec beaucoup d'étudiants qui ont 23, 24 ans, voire des gens qui ont 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, eux, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu de maths. Donc, s'ils y arrivent, il n'y a pas de raison que vous puissiez pas y arriver. Et il ne faut pas se faire de soucis là-dessus, puisqu'en fait, toutes les bases sont reprises. Toutes, sans aucune exception.
D'accord. Une question aussi de Lucas qui se demande est-ce qu'une année de césure peut être un désavantage pour être admis dans les universités? C'est vrai qu'en France, souvent, on hésite un petit peu, entre guillemets, à prendre ces pauses. Ça peut être considéré comme du temps perdu. Est-ce que ça peut être aussi un désavantage côté allemand? Est-ce qu'il vaut mieux se dépêcher d'entrer en université? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est assez drôle, et je pense que la plupart des élèves là, qui sont germanophones le savent. En Allemagne, c'est très commun de faire une année, donc soit à l'étranger, soit ce qu'on appelle le FSJ, qui correspond au service civique. Donc, la plupart des étudiants, et même il y a beaucoup d'étudiants aussi qui font autre chose avant, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas directement à avoir leur place en médecine, ou qui font d'autres études, des études de bio, par exemple une formation d'infirmier, et après repartent dans les cursus. Donc, je pense que l'âge moyen à l'entrée en fac de médecine en première année, ça dépend des facs, mais je pense que ça tourne plutôt autour de 20 à 22 ans et pas 18 ans. Déjà, la plupart des étudiants ont 19 ans, vu qu'il y a beaucoup qui sont encore sur l'ancien système jusqu'à la 13e classe. Donc, je pense que c'est plutôt bien vu de faire une année de césure juste après le bac. Entendu. On approche de la fin, mais peut-être encore une ou deux questions. Vous nous avez dit que, par exemple, les universités du sud de la France pouvaient se montrer plus sélectives. Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des universités à conseiller aux élèves français en Allemagne? Tu voulais dire sud de l'Allemagne, qui était un peu plus sélective? Oui, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais je pense que c'est le sud où il m'indiquait tout ça. Voilà. Donc, il y a les universités les plus sélectives, c'est Heidelberg, Berlin et je crois que Kiel est aussi assez compliqué. Mais tout ça, en fait, toutes ces informations, vous pouvez les avoir sur Schulstart et vous pouvez voir quelles étaient les notes, quelle était la note du dernier admis. Donc ça, c'est super intéressant sur le site de Schulstart. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de se donner une idée, OK, quelle université peut me prendre avec telle note. Moi, je recommande, j'aime bien les universités en Rhénanie-Westphalie, donc Münster. Münster, je pense que c'est une université qui m'aurait bien plu. Forcément, Aix-la-Chapelle, moi, je recommande, j'adore mes études. Mais j'ai entendu, en fait, j'ai de bons échos dans à peu près toutes les universités. J'ai très peu d'universités où j'entends des mauvais échos. Ouais. Donc, je pense que c'est surtout une question de préférence. Pour ma part, je tourne entre 3 universités, donc voilà, c'est des deux organisations un peu différentes. Donc il y a des universités qui sont un peu plus sélectives. Forcément, je pense que la charge de travail est un peu différente aussi. Euh, c'est sûr. Mais après, le système est totalement décentralisé. C'est-à-dire que chaque université a son centre d'excellence. Donc les centres d'excellence, c'est quoi? C'est par exemple, cette université est connue pour être très bonne dans certains domaines. Par exemple, à Essen, on est très bon en termes de protonthérapie. C'est un des seuls centres en Allemagne en termes de cancer. Donc on a le centre ouest-allemand de recherche contre le cancer, avec aussi un grand centre en cardiologie et en cardiochirurgie, par exemple, notamment seulement la chirurgie des valves. Par exemple, à Tübingen, c'est la médecine tropicale, le paludisme, Hambourg aussi et Berlin aussi. À Munich, ça va être un autre domaine. Donc finalement, ça se complète un peu assez bien en fait. Et après, par exemple, pour le faire le choix de spécialité, comme on peut la faire à peu près partout, on peut à la fois la faire à Berlin, à Munich, c'est pas forcément là où on a étudié avant. Donc c'est un peu différent. D'accord. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin. Peut-être la question impossible, c'est la coutume. Si vous deviez résumer en une phrase ce que vous appréciez le plus dans vos études de médecine en Allemagne, qu'est-ce que vous diriez l'un et l'autre? Je vais commencer. Moi, je dirais que j'apprécie tout simplement la liberté. En tout cas Aix-la-Chapelle, mais je pense que c'est à peu près aussi cette mentalité allemande, cette mentalité germanophone, c'est qu'on est assez libre de faire à peu près ce qu'on souhaite. Donc je retiendrai surtout ça, libre.
Oui, moi c'est pareil, hein, je rejoins les propos de Thibaut. Et voilà, pour un exemple concrètement, si on a une idée dans la tête, donc par exemple on a envie de faire telle chose, c'est facile de la concrétiser en allant voir par exemple un prof qui va vous orienter sur un autre prof. Moi par exemple, mon idée c'était de faire de la recherche en maladie infectieuse en Afrique. Donc j'ai envoyé un premier mail à un prof de mon université qui m'a dit que malheureusement il ne faisait pas ça ici, mais à Tübingen ils en faisaient. À Tübingen ils m'ont dit écoutez, venez nous rencontrer dans un grand meeting. Euh, et à ce moment-là, voilà, on m'a proposé plusieurs offres de thèse, donc avec plusieurs euh, maîtres de thèse. Et bon, voilà, j'ai choisi un projet et puis je suis parti comme ça au Gabon. Donc, c'est et aussi en faisant ce partenariat aussi avec la France, c'est-à-dire qu'il a suffi d'envoyer des mails en disant bon, écoutez, est-ce que ça vous dit de travailler ensemble, de faire ce projet-là? Et ça, je pense que c'est vraiment une coutume allemande d'entrepreneuriat qui est assez intéressant. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 48, on va arrêter cette table ronde. Un immense merci à tous les deux pour votre disponibilité ce soir vis-à-vis des élèves, vos successeurs. Merci aussi pour la disponibilité que vous avez annoncée pour les semaines ou les mois qui viennent en cas de questions. Merci beaucoup pour la qualité de vos présentations. Je crois qu'on a bien senti la liberté qu'offrait ce double diplôme. Ça offre tout simplement un choix entre deux options, entre deux pays, entre deux cultures. Donc, pour tout ça, merci. Un grand merci à Brendana pour la gestion technique de la plateforme. Et puis, un grand merci aussi à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous. Merci de l'intérêt que vous avez porté à cette conférence. Voilà, pour information, la prochaine conférence, ce sera lundi sur l'architecture. Et quant à Brendana et moi-même, on vous retrouvera le 4 décembre dans les rôles inversés pour une conférence sur vétérinaire en Allemagne. Voilà, bonne soirée, bon week-end à tous et merci encore.